Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère, un JT Lozère. Ici depuis le plateau du Roure, ça se situe au-dessus de Prévenchères. La gare de Guérin, c'est par là-bas, le Mont Lozère est juste derrière moi. On est bien ici en Lozère, n'est-ce pas? Justement, en parlant de Lozère, à la fin de ce JT, à la fin de cette édition, restez avec nous, nous serons avec Benoît Collomb. Vous savez, le photographe talentueux lozérien, eh bien, figurez-vous, il a fait un film qui est diffusé dès demain, vendredi 20, au cinéma. Et nous serons donc à la fin de ce JT au cinéma pour en parler avec Benoît Collomb. Il nous parlera avec passion de la Lozère qu'il aime tant. Avant de regarder les reportages de ce JT, bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à chatouiller les algorithmes, à commenter, à liker et à partager l'édition de ce JT. Sans plus tarder vos reportages, n'oubliez pas, on se retrouve juste à la fin avec Benoît Collomb. A tout de suite. Jeudi 12 juin, peu après 14h, un véhicule en provenance de Bagnoles a percuté le pont de Nogaret, surplombant le Lot. Si les dégâts restent impressionnants, fort heureusement, le véhicule n'a pas franchi le garde-corps. Seul à bord, le conducteur âgé d'une soixantaine d'années a été protégé par les airbags. Le véhicule affichant sous réserve le département 78 est quant à lui fortement endommagé. Selon le témoin arrivé rapidement sur les lieux et qui a prévenu les secours, le conducteur se serait endormi. Je sais pas, moi je suis arrivé juste, il arrivait de Bagnoles, et il s'est endormi, il a tapé. La barrière, elle a sauvé le monsieur là. Rapidement intervenus, les pompiers ont pris en charge le conducteur et les gendarmes ont sécurisé les lieux tout en démarrant l'enquête. Là on a le club qui est en Coupe de France à Nantes et du coup vu que c'est pas loin de la maison, je suis venu ici et ça grimpe donc on va essayer de voir d'autres sortes de circuits que des circuits vallonnés ou plats. La deuxième édition du Trophée des Cévennes s'est déroulée le samedi 14 juin à la Bastide Puylaurens pour un total de 125 km qui auront été effectués par les équipes engagées. C'est une compétition cyclisme élite qui a lieu donc à la Bastide Puylaurens, un circuit de 25 km qui sera effectué cette année 5 fois. C'est Bruno Astier qui a suggéré à Pascal Plantureux l'idée du Trophée des Cévennes. C'est venu, étant ancien cycliste, c'est ma passion, j'avais à cœur de relancer quelque chose. Et c'est un pote à moi qui est vice-président de l'organisation aujourd'hui qui m'a relancé un peu. Et je lui ai dit ok, on lance un truc. Le Trophée des Cévennes était sous le contrôle de 2 juges arbitres nationaux de la Fédération française de cyclisme. Déjà, le plus évident, c'est de faire les classements, c'est de vérifier que la course se passe bien, qu'il n'y ait pas d'irrégularité, que les coureurs ne balancent pas des déchets dans la nature, qu'il n'y ait pas des retours derrière voiture. Voilà, c'est que vérifier que la course se passe bien et que les coureurs sont en sécurité. Côté sécurité, la course est sécurisée par les motards formés et accrédités par la fédération. Beaucoup seraient surpris de la dextérité des cyclistes en fait. Oui, ils vont très vite. En fait, la première fois tu roules avec des gens d'un certain niveau, tu es étonné de leur vitesse en descente. Ça surprend. Mais c'est bien, c'est ça qui est chouette. Oui, après, suivant la catégorie de course, il faut avoir des arbitres avec une certaine qualification. Mais là, c'est une épreuve régionale. Ça devrait aller avec... On aurait préféré qu'il y ait beaucoup plus de coureurs à gérer, quoi. C'est pas faux. Vous êtes combien d'arbitres aujourd'hui ? On est 2, d'habitude sur le type d'épreuve on est 3, mais bon, vu le nombre, là, on sera 2, je serai sur la moto et mon collègue en voiture. Une course à l'initiative donc de l'association Seven Team Cyclisme, où une vingtaine de coureurs des catégories élite, Open et U19 s'étaient alignés. Après les contrôles d'usage, un départ fictif a été donné à 12h depuis la Bastide, puis le départ réel a été donné à 12h20 précise. Dès les premiers tours de roue, le ton vif et rapide était donné, notamment par un coureur d'une équipe d'Aix. Une compétition acharnée qui a vu dès les premiers tours une échappée de 3 coureurs, les numéros 1, 18 et 20, qui ont creusé un écart dès les premiers points chauds, allant jusqu'à 50 secondes avec le peloton. Et le kilomètre 48, puisqu'on est en Lozère, donc il y aura un classement au kilomètre 48 qui s'effectuera sur la ligne d'arrivée au deuxième passage. L'organisation de cette compétition sportive a été rendue possible grâce à l'implication de la vingtaine de bénévoles ainsi qu'à la collaboration précieuse des acteurs de la région. Au cours du Trophée des Cévennes, 6 maillots de classement annexe ont été attribués. Le meilleur grimpeur, le leader ou encore le meilleur jeune. La course compte pour le barème des points du challenge direct vélo.
Et c'est par une température étouffante de plus de 30 degrés que finalement le coureur 18 en 3h20 et 30 secondes, Jérôme Ross, de l'équipe de Béziers Méditerranée Cyclisme, s'impose lors d'un sprint final au coude à coude avec le dossard orange numéro 20, Mathias Ribeiro da Cruz. À la 3e place, seul derrière, figure Luc Marsan avec le dossard 22, pointant à 6 minutes derrière les sprinteurs. Puis les 5 suivants accuseront un chrono à 6 minutes et 30 secondes. Si les coureurs ont apprécié les tracés et les paysages grandioses, il est à noter la difficulté croissante pour les organisateurs de faire se déplacer des équipes pour participer aux courses cyclistes en général. L'association Seven Team réfléchit à des solutions pérennes et reste réservée quant à une édition 2026. Et je pense que c'est un beau coin pour organiser une belle région, un beau parcours. Et d'ailleurs, j'en ai touché 2 mots au comité d'Occitanie. Ça pourrait être un parcours de championnat régional, voire championnat de France. C'est faire revivre la mémoire des gens qui nous ont sauvé la vie. Donc ils ont été tout le temps dans l'ombre et on se doit de le rappeler et de dire qu'on ne les a pas oubliés, que si nous sommes ici, c'est grâce à eux. Ils nous ont tendu la main, ils nous ont aidés, ils nous ont aimés, ils nous ont rendu notre dignité. Le samedi 14 juin 2025 restera une date importante pour les Justes et les harkis de retour de la guerre d'Algérie. Parmi ces derniers, le père Alain Maillard de la Morandais et François Meyer, aujourd'hui décédé, 2 anciens officiers de cavalerie de l'armée d'Afrique. Une journée également marquante pour les harkis lozériens. En effet, située sur le plateau du Roure, une stèle de granit érigée en la mémoire des Maghrébins est aujourd'hui complétée de 2 plaques commémoratives. L'une rend l'honneur et reconnaissance aux familles des harkis, l'autre apposée par l'association Agir Lozère à destination des femmes, des hommes, personnalités civiles, anonymes qui auront aidé les harkis dans ces moments difficiles. Alors écoutez, moi j'étais officier appelé en Algérie, dans le Djebel Amour, et j'étais avec un Marzen, c'est-à-dire un groupe à cheval. J'accompagnais le lieutenant Meyer qui commandait le Griffon. Griffon, c'était son commando. À l'époque, c'était le secteur de Bigeur et il y avait un problème parce qu'il y avait la torture. Donc je m'étais opposé à la torture, donc on m'avait classé à gauche et puis on m'a fait des emmerdes. Mais le commando Griffon de Meyer, lui, ne torturait pas, il faisait du renseignement de façon intelligente et non brutale. Bien sûr, 62, il y avait les accords d'Évian et puis voilà, il fallait partir. Sauf que nous, notre communauté des harkis, il y a eu un ordre d'abandon. Donc certains sont restés, ils l'ont payé de leur vie, et d'autres, on le doit. D'ailleurs, on a fait un hommage à Pourcharès et un hommage à Amande, aux justes, militaires et aux fonctionnaires qui nous ont quand même rapatriés, en désobéissant aux ordres. Donc, je pense, pour moi, je le dis tout le temps, ils ont sauvé un peu de l'honneur de la France. Un certain nombre de harkis qui, en Algérie, ils étaient persécutés par le FNL. Le général Meyer et plusieurs lieutenants, dont l'abbé de la Morandais, qui habite ici, qui est très près et qui viendra tout à l'heure, ont pensé qu'il valait mieux les faire venir en France, et cela contre l'avis du gouvernement de l'époque. À l'indépendance, Meyer m'a appelé, moi j'étais pas encore prêtre, j'étais un séminariste, et il m'a appelé au secours pour sauver les harkis. Donc je suis revenu de Rome où je faisais mes études, je suis venu au Larzac visiter les familles, puis après j'ai fait une enquête pour savoir où les placer. Alors, comme à l'époque il y avait l'OAS dans les faubourgs des grandes villes et le FLN, et que c'était des fils de pasteurs, des bergers, je cherchais une zone agricole. Et donc je suis tombé sur la Lozère, et on a fait le remembrement du plateau du Roure où nous sommes en ce moment, et on a logé les familles de harkis à cet endroit. À la suite des accords d'Évian, dès 1962, ce sont près de 300 personnes issues des familles de harkis qui sont arrivées en Lozère. Cette journée commémorative était un souhait fort initié par le père Maillard de la Morandais, les élus, mais aussi par l'association Agir Lozère, soutenue respectivement par les préfets lozériens Valérie Hatch, Philippe Castanet et Gilles Quesnay-Hervé. Alors ça fait, cette stèle a été érigée en 1993, ici sur ce plateau du Roure, et ça a été la première en France
à rendre hommage à la fois aux harkis, aux moghaznis et aux officiers, à tous les jeunes officiers français qui avaient contribué à l'époque sous les ordres du général Meyer à leur sauver la vie tout simplement alors qu'ils étaient massacrés en Algérie après les accords d'Évian. Donc cette stèle érigée en 93, elle est en effet très très symbolique pour le territoire de la Lozère et pour notre commune de Prévenchères. Et on avait envie avec le père Alain Maillard de la Morandais, qui est un peu le dernier quelque part survivant de ces gens qui figurent sur la plaque, on avait envie d'honorer encore une fois et de rappeler la mémoire de toutes ces personnes, qu'elles soient civiles, militaires, qui ont eu l'esprit juste de sauver des vies de personnes qui avaient choisi la France, tout simplement. Les harkis sont des soldats d'origine algérienne ayant combattu aux côtés de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Arrivés avec leur famille dans ce que l'on pouvait appeler les fermes du renouveau, les harkis auront été recrutés pour travailler à la construction du barrage de Villefort, mais également et surtout par l'ONF qui, par la suite des incendies ravageurs de 1960, avait besoin d'une main-d'œuvre importante pour reconstituer les massifs forestiers et réhabiliter les routes détruites. Alors la Lozère a été une terre d'accueil. Pour le coup, là les harkis, quand on regarde les lieux d'implantation quand ils sont arrivés, on ne les a pas accueillis dans les meilleurs endroits les plus faciles et avec des conditions de vie qui étaient extrêmement compliquées. Moi je me rappelle de ma grand-mère à Bagnoles qui me disait, puisqu'il y avait un camp dans la forêt de la Loubière, voilà, c'était des personnes qui arrivaient vêtues comme chez eux. Et donc ils se sont retrouvés en plein hiver dans la forêt de la Loubière, au-dessus de Bagnoles-les-Bains. Voilà. Bon, on est arrivé, on était quand même dans des camps de Rivesaltes. C'était quand même dans les fils barbelés, entourés, des tentes, le froid, manque d'hygiène. Beaucoup des bébés n'ont pas survécu quand même. Il y a 146 actuellement bébés sur Rivesaltes qui n'ont pas survécu. Alors c'est vrai qu'il faut vivre avec le contexte de l'époque. Ces jours-ci, j'entendais des personnes qui me disaient qu'ils ont été hébergés au Pouget dans des conditions pas très bonnes. Mais écoutez, dans les années 60, qui avait un WC, qui avait une salle d'eau chez soi ? Il faut se remettre dans ce contexte d'époque. Tout à fait, ils ont été très bien accueillis. Je crois savoir pourquoi, parce que les pauvres, la terre de Lozère est pauvre. Et les pauvres accueillent mieux les pauvres que les riches. C'est ainsi que 7 hameaux de forestage ont été créés, comme ici sur le plateau du Roure, situé à 1000 mètres d'altitude, et dont 50 personnes s'y sont établies, occupant des métiers essentiellement liés à l'élevage. Les Lozériens sont des gens qui sont peut-être rudes, peut-être parfois pauvres, et surtout à l'époque, parce qu'en 62, 63 ou 64, sur ces territoires-là, la vie n'était pas simple, il ne faut pas l'oublier. Et la Lozère était une terre d'accueil, la Lozère doit rester une terre d'accueil, et on doit honorer les gens qui sont venus à Lozère et qui ont des familles. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Chaque année, je suis là pour Galia qui fait un travail phénoménal dans son association. Si l'arrivée a été difficile pour les harkis, ces derniers ont su s'intégrer et certaines familles ont choisi notre département pour s'y installer définitivement. Ensuite, de Rivesaltes, on nous a rapatriés, dispatchés un petit peu dans les hameaux de forestage qu'on appelle, avec des paracomans aussi sommaires. Il y a certains hameaux de forestage, bon, c'est toujours pareil, ça a été fait dans l'urgence. Et puis en ce qui me concerne, moi, ma famille, on est arrivé à Mende, on s'est stabilisé à Mende et on s'est reconstruit. Alors, il n'y a à Villefort plus qu'une seule famille de harkis de cette époque-là. C'est la famille Badri, qui seront présents tout à l'heure, sauf le papa qui malheureusement est trop âgé pour se déplacer ici. Voilà. Je pense que des lieux comme ceux-là, c'est important. Vous savez qu'il y a une commission nationale indépendante sur les harkis qui vient de rendre un rapport au Premier ministre qui propose plusieurs choses. Une fondation pour les harkis, que les anciens combattants harkis puissent être aussi décorés au même titre que nos anciens combattants, parce qu'en fait, ils sont très peu à être sur les listes. Il y a aussi une question de fond sur l'indemnisation, puisque la loi de 2022 a prévu un certain nombre d'indemnisations. En Lozère, on est à pas loin d'une centaine de familles qui ont été indemnisées dans ce cadre-là. Et pour autant, en fait, ça reste imposable pour les héritiers. Et alors que sur d'autres dispositifs de reconnaissance de la nation, ça ne l'est pas. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là, à travers ma présence, c'est aussi pour leur dire que je suis à leur côté. Et d'ailleurs, je suis en lien avec eux sur ces sujets-là, déjà lors du dernier budget, mais à l'occasion du budget qui arrive, pour qu'on puisse travailler ensemble et faire avancer ces sujets. Pour être complet, l'AGIR est l'acronyme de l'association Justice, Information, Réparation pour les harkis. Enfin, la stèle a été inaugurée initialement par le ministre Roger Romani en 1973 en présence du père de la Morandais et de François Meyer. Elle est l'œuvre de l'artiste sculpteur Arlette Pubelier.
Et alors, ce qu'il y a d'assez curieux, c'est qu'il y a plus de monde aujourd'hui qu'en 1993, quoi. Mais à l'époque, à la fin de la guerre d'Algérie, la droite comme la gauche ne s'occupait pas des harkis. Ça n'intéressait personne. Je crois qu'au niveau national, il y a eu beaucoup d'émotions à la suite des corps qui n'ont pas été retrouvés donc, au camp de Rivesaltes. Je pense que ça, il faut faire la lumière là-dessus parce que les familles ont le droit de savoir, même si c'était des bébés, même s'il y a longtemps, elles ont le droit de savoir ce qu'on a fait du corps de leurs défunts. Et après, il y a des réponses très concrètes. Je crois qu'il y a quelques réponses qui sont financières avec la loi de 2022, mais il me semble que quand je discute avec eux, ça dépasse très largement en fait, ces aspects financiers. Je pense que ce qui est important derrière, c'est la reconnaissance de la nation pour ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de la République. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. On voulait le faire quand le général Meyer était encore en vie. Hélas, il nous a quittés en 2022. Mais je crois que l'essentiel, c'est quand même que cette belle journée se fasse aujourd'hui sur notre territoire et sur ce plateau du Roux en particulier. C'est normal qu'aujourd'hui, on se souvienne d'eux et qu'on a posé une plaque. C'est pour être gravé à tout jamais dans notre mémoire et dans nos cœurs. Eh ben, moi, je souhaiterais qu'ils retrouvent une Algérie indépendante et libre, ce qui n'est pas le cas. Donc, comme ça, ils auraient deux vraies patries. La vie d'auteur de Stéphanie Nouaille, lozérienne d'adoption depuis 2023, a commencé sur le tard puisqu'elle a déjà eu 2 carrières. Enseignante pendant 18 ans, puis gestionnaire d'un habitat collectif pour personnes âgées. En mai 2025, elle a publié son premier roman aux éditions Alter Réal, la série Léonie et Harry, dont le tome 1 s'intitule Meurtre au dessert et dont le lancement s'est fait à la livrerie Amande. Je suis devenue autrice d'abord parce que j'avais besoin de me lancer un défi. C'était quasi thérapeutique, voilà, et l'écriture a été un moyen de me prouver que j'étais capable de faire des choses qui me dépassaient, ou en tous les cas, dont au départ je me pensais absolument incapable. Puis j'ai été très vite mordue et maintenant c'est une activité dont je ne peux plus me passer, qui fait partie de ma vie quotidienne autant que mon autre travail ou que ma vie de famille. Alors, la Lozère a été une source d'inspiration et le livre a été une source d'inspiration pour ma vie personnelle. C'est en fait un espèce de principe de vase communicant, c'est-à-dire que je venais déjà à l'époque, quand j'ai commencé à l'écrire, beaucoup en Lozère avec mon conjoint et en fait, donc, mon héroïne quitte la région bordelaise pour venir s'installer en Lozère. Et comme elle a réussi à faire ça, je me suis dit que moi aussi je pouvais le faire et j'ai fait la même chose juste après. Et voilà, donc il y a vraiment après en Lozère effectivement l'authenticité des paysages et des personnes qui d'abord m'a attiré moi en tant qu'individu ici et qui du coup est pour moi une source d'inspiration permanente pour la littérature, oui. Ce polar, qui alterne les points de vue entre l'héroïne Léonie et son carlin Harry, raconte donc comment Léonie, libraire au grand cœur et adepte des mauvaises décisions, se trouve embarquée dans une enquête à rebondissement. Pourquoi un chien ? Pourquoi un carlin ? Alors le chien, en fait, je ne sais pas trop, ça m'est venu assez spontanément. Peut-être une petite référence à Didier d'Alain Chabat, qui traînait quelque part dans une des cellules de mon cerveau. Pourquoi le carlin ? Alors pour plusieurs raisons. D'abord, un petit clin d'œil à mon fils qui aime beaucoup Kingsman Secret Service et film dans lequel le héros à un moment se retrouve affublé d'un jeune carlin dont il ne sait pas trop quoi faire et qui s'avère très utile par la suite. Et ensuite, voilà, j'aime bien le décalage qu'il y a entre l'aspect de ce chien, qui n'a pas un premier abord très impressionnant ni très agréable, et les capacités qu'il a, puisqu'en fait les carlins sont des mini-molosses, donc ils sont assez costauds comme chiens, et voilà, et ils font preuve d'une intelligence assez remarquable, comme beaucoup de chiens, ceci étant. Mais j'aimais bien l'idée de ce décalage entre l'aspect physique de ce chien et les qualités que je lui prêtais ensuite dans l'histoire. Après s'être nourrie de nombreux auteurs pendant de nombreuses années, elle a donc décidé de suivre d'illustres prédécesseurs dans un genre qui la passionne, le cozy mystery. C'est une sorte d'hybride entre enquête policière et ambiance réconfortante. Pensez à la Miss Marple d'Agatha Christie ou plus proche de nous et qui cartonne, Agatha Raisin, ses 33 tomes vendus à plus de 2 millions d'exemplaires dans l'Hexagone et sa déclinaison en série télévisée. Le cozy mystery était un genre en fait avec des codes, c'est un genre avec des codes très précis
qui permet d'avoir un carcan peut-être pour la jeune autrice que j'étais. Donc je pense qu'il y avait un petit peu de cet aspect-là quand j'ai choisi ce genre. Mais en fait, très rapidement, quand j'ai voulu écrire, j'ai eu le nom d'un personnage, Léonie Anna Ducati, qui m'est venu. Et alors c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est vrai. J'ai d'abord eu le nom de mon héroïne et ensuite de là, je lui ai créé une vie et une histoire et c'est parti sur un cosy tout naturellement. Quant à Stéphanie Nouaille, qui commence à se faire un nom sur les étagères des librairies lozériennes, elle sera le 19 juillet chez Papyrus à Marvejols pour une séance de dédicace. Meurtre au dessert, oui, donc le tome 1 et la suite qui pour l'instant a comme titre provisoire Meurtre en escale est en préparation effectivement. J'ai même un 3e qui est en préparation qui se passera en Lozère. Voilà, le premier vraiment en Lozère. Et voilà, j'ai aussi d'autres projets en littérature de l'imaginaire. Immanquablement, vous connaissez son travail, que ce soit des créations de logos, plaquettes visuelles pour des grandes institutions lozériennes, des entreprises de textile ou encore en parfumerie pour le graphiste Maxime Baratieux. L'identité visuelle est avant tout un savoir-faire et un faire-savoir. C'est ma passion première avant tout. Et donc oui, c'est sûr que je n'ai pas attendu d'avoir l'IA pour pouvoir prendre du plaisir à créer. Voilà, ça a toujours été ma passion première de faire des illustrations. C'était aussi un rêve à la base, un métier que je voulais exercer à temps plein. Professionnel depuis une dizaine d'années, après une licence en arts appliqués dans les métiers de l'image, Maxime a décidé de s'installer sur cette terre lozérienne. Côté créatif, avec passion et minutie, il retranscrit son inspiration au moyen de logiciels et d'outils numériques, et ce avec une forte identité artistique et visuelle. Un art créatif artisanal au sens noble, un sens dont Maxime est profondément attaché. Alors généralement, je me rends sur place, sur le lieu que je souhaite illustrer. Donc je prends une photo du lieu, je m'imprègne un petit peu de l'ambiance. Et après, ça vient un petit peu au feeling. Donc une fois devant l'écran, je choisis un peu le meilleur angle de vue parmi toutes les photos qu'on a prises. Celui que je trouve le plus pertinent et qui pourrait peut-être parler le plus à la population, au public en tout cas, aux touristes. Et après, j'attaque le dessin. Historiquement influencé par l'univers des comics et de l'image des décors de BD, dont notamment le célèbre dessin animé Scooby-Doo, le graphiste a développé toute une collection d'affiches originales qui représentent le pont de Montvert, Saint-Chély-du-Tarn, l'Aubrac ou encore la gare de Guérin. Notre graphiste travaille actuellement sur sa 14e illustration. Elle a pour thème le grand lac de Naussac. Pour le lac de Naussac, il m'a fallu compter environ 10-15 heures de travail. Mais quand il s'agit d'illustrations un peu plus complexes, où on est sur une vue un peu large du village, il faut compter 30 heures, quoi. Pour Maxime, un graphiste se doit de maîtriser chaque étape de la création et ne lui parlez surtout pas de l'intelligence artificielle. L'exemple du journal Le Monde, daté du 12 juin, consacre justement un article où Disney et Universal attaquent en justice le générateur d'images créé par l'IA de la société Midjourney. Je trouve qu'il n'y a aucune éthique à vendre un contenu généré par une intelligence artificielle, un robot, auprès d'un public qui justement cherche une authenticité, quelque chose qui est fait main, qui est fait par un humain. En effet, il est facilement accessible pour des graphistes peu scrupuleux de s'approprier des œuvres dont ils ne sont pas à l'origine et d'en faire le commerce au détriment du concepteur initial. Donc je pense que le meilleur, c'est de produire quelque chose qui vient de l'esprit, qui vient de soi-même en fait, et qui vient du cœur justement, avec passion justement, l'amour du métier. Maxime Baratieux est attaché à la propriété intellectuelle ainsi qu'à la singularité d'une œuvre issue de sa seule vision artistique, un code d'honneur en quelque sorte, que ce soit pour des conceptions personnelles ou pour des créations institutionnelles confiées par les clients du studio de la Bête, qu'il a créé avec sa compagne photographe et artiste également. Et justement, à travers toutes ces affiches illustrées, on retrouve cette même patte graphique que j'ai toujours exercée en fait au fil des années. Et on a toujours aussi les mêmes typographies, donc histoire d'avoir une certaine cohérence aussi sur tous les supports et une belle homogénéité, quoi.
Alors une fois que tout est fait, en fait, je fais imprimer ici en Lozère. Et donc dans différents formats, donc ça va être le format 30-40 cm, un format 40-60 cm, des cartes postales aussi et des magnettes. Et après tout cela est vendu donc sur place, sur notre site internet, sur des points de vente et des offices de tourisme. Il y a tellement de choses, tellement de lieux à découvrir et même encore beaucoup de trésors cachés de notre nature et de notre patrimoine. Donc oui, peut-être c'est un puissant fin de création. Alors, procurez-vous ces illustrations originales et cherchez-y pourquoi pas les détails comme ici ceux de 2 chasseurs en vadrouille. Maxime est un rêveur, il nous emmène avec lui à bord de ces représentations pleines de sensibilité qui magnifient notre merveilleux département. Oui, j'ai toujours la tête justement à créer, toujours en train d'esquisser quelques idées dans ma tête, me dire mais comment je vais pouvoir concevoir la prochaine affiche, avec quelle couleur, quelle ambiance je vais pouvoir projeter justement à travers cette affiche. Enfin, c'est tellement de choses. Avec Lozère, le photographe et réalisateur Benoît Collomb signe ici son premier film à destination des salles de cinéma. Cette œuvre est l'aboutissement de 2 décennies à parcourir le territoire lozérien pour en recueillir l'essence même qui anime le photographe, à savoir la beauté parfois mystérieuse d'un département majestueux. Benoît Collomb est ici avec ses partenaires en cours de préparation de l'avant-première qui se déroulera au cinéma Trianon de Mende. Vendredi 20 juin sera donc le coup d'envoi d'une centaine de séances programmées dans les cinémas lozériens, mais également lors de projections opérées par Cinéco. Je vous laisse découvrir quelques images à travers la bande-annonce du film. Il existe un coin de terre nommé Lozère, anciennement province du Gévaudan. Un lieu préservé qui offre à ceux qui l'habitent ou le traversent de nombreuses singularités. Un véritable château d'eau avec 437 cours d'eau et 1000 sources. C'est l'un des rares à posséder sur le plan géologique les 4 roches: basalte, granit, calcaire et schiste. Ces paysages variés dessinent un territoire aux facettes multiples, où celui qui aime observer ne peut être qu'émerveillé. Un véritable havre d'exception, en harmonie avec sa faune et sa flore, qui nous offre un univers riche où l'on peut apprécier la biodiversité qui nous entoure. Allez, on vous l'avait promis. Je suis avec Benoît Collomb. Benoît, bonjour. Bonjour Eric. Ravi de te retrouver à la fin de ce JT. On vient de voir quelques images avec tes partenaires, avec un préparatif ici au cinéma Le Trianon, puisque demain, vendredi 20, va avoir lieu l'avant-première du film Lozère. On va en parler dans un instant. Alors surtout pour les spectateurs, c'est complet ici à Mende. C'est fou ça, c'est complet avant la date de projection. C'est totalement inattendu, c'est vrai que je sais quand même que les gens sont attachés à leur territoire, mais de là à remplir un cinéma complet, c'est-à-dire plus de 500 personnes qui vont assister donc à l'avant-première ce vendredi, c'est vraiment inouï et c'est formidable. Alors, soyez pas déçus. Pour les spectateurs qui ont leur billet, parce que c'est une vraie billetterie, c'est un vrai film. On va en parler tout de suite, parce que Benoît a franchi un cap, il est réalisateur de cinéma maintenant. Et bravo, félicitations. Vraiment, ça donne des frissons. Pour les spectateurs qui n'auraient pas eu des billets, il y a beaucoup de projections qui sont prévues tout cet été, et pas que, dans les cinémas partout en Lozère, à Saint-Chély, à Langogne, avec Cinéco. C'est ça. On peut retrouver justement pour les spectateurs les séances sur quel site, sur quelles adresses et dans quel cinéma? Oui, alors on peut retrouver la programmation estivale donc, du film Lozère entre ciel et terre, qui est diffusé ici en avant-première à Mende, mais qui sera reprogrammé pendant tout l'été
qui restera à l'affiche. Et également donc des présences avec le réalisateur, mais sur d'autres cinémas de Lozère comme Langogne, Saint-Chély, Marvejols également, et avec Cinéco en partenariat pour des petites communes comme Saint-Martin-de-Boubeau, Saint-Étienne-Vallée Française, Saint-Énimie, des projections en plein air aussi. Donc voilà, un été sous le signe de la Lozère. Toute la programmation complète, vous pouvez la retrouver sur Facebook Lozère Sauvage ou sur mon site internet lozère-sauvage.com. Et le cinéma Le Trianon, bien sûr, me semble-t-il, va programmer encore cet été le film. Hein. Alors voilà, il restera à l'affiche sans doute dans les autres cinémas de Lozère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le cinéma de Mende, il le garde au moins à minima une fois par semaine durant 10 semaines d'été. Donc ça laisse encore le temps pour les personnes qui n'auraient pas vu l'avant-première. Et également après aussi à l'automne pour des séances scolaires avec les enfants pour qu'ils restent à l'affiche encore longtemps. Allez, on passe, ça c'était l'aspect technique, mais c'était important de démarrer comme ça pour préciser donc beaucoup de séances encore à venir, surtout ne soyez pas déçus. Benoît, t'es un vieux maintenant, minimum 25 ans que tu fais de la photographie, là tu sors un album souvenir entre guillemets avec les 200 plus belles photos, que de chemin parcouru depuis? Un beau chemin parcouru, c'est vrai que la passion de la photo m'a amené aujourd'hui à la réalisation d'un film. Je ne pense pas que c'est quelque chose que j'avais prévu. Mais pour célébrer un petit peu la sortie de ce nouveau livre qui lui réunit un condensé de 10 années d'images de la Lozère, je trouvais intéressant d'amener aussi un côté dynamique avec la réalisation de ce film. Parce que ça faisait 10 ans, donc je collectais aussi un peu en secret quelques rushs vidéo. Je me suis dit peut-être un jour ça servira. Et donc là ça fait juste 3 mois que je me suis dit allez. Je suis allé voir Anthony, j'ai dit est-ce que tu penses que c'est possible de projeter au cinéma un documentaire? Il m'a dit absolument. Et donc je suis parti dans cette idée de réaliser un film. Donc ça a été très chronophage évidemment pour faire un film de 52 minutes avec toute une histoire, une scénarisation. C'est là que je me suis rendu compte que la vidéo c'est vraiment un monde à part. La photo c'est un univers et la vidéo ça en est un autre qui demande des compétences. Certaines que je n'avais pas, donc j'ai dû aussi me former assez rapidement pour m'entourer également de personnes, notamment la musique, c'est un métier à part entière, donc je fais appel à un compositeur pour sonoriser toute cette ambiance du film. Et me semble-t-il, il y a une voix off professionnelle aussi sur le film. Alors il y a une voix off également, alors je souhaitais que la voix off soit assez neutre, donc j'ai cherché longtemps une personne qui pouvait avoir une voix, il faut une voix radiophonique, que ça passe bien à l'image, à l'oreille. Et là, j'ai trouvé un ami qui ne pourra pas être lui présent à l'avant-première, donc il va rester masqué. Mais c'est Maxence Verrier et je le remercie encore pour ce travail de voix qu'il m'a fait pour ce film. Alors le film, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, on était dans la salle de projection, on était en train de faire des tests techniques, puisque en fait tu nous as appelé à Quelle vous êtes pour non pas participer au film, mais pour t'aider sur les transmissions, parce que Benoît ne peut pas se démultiplier sur toutes les salles de cinéma qu'il y a ici, et du coup il y aura la transmission à la fin, parce que tu vas débattre avec les spectateurs qui seront présents, qui vont pouvoir te poser des questions. À mon avis, ça va être passionnant. Oui, alors absolument. Merci à KWZ TV et Eric d'avoir répondu présent parce que au départ, je pensais faire une projection dans une salle et donc pouvoir mener un échange suite à la projection du film. Mais l'engouement a été tel que là, c'est 4 salles qui sont complètes. Donc effectivement, je ne peux pas être présent dans les 4 salles en même temps. Donc les personnes présentes dans les 3 autres salles pourront me voir à l'image et écouter l'échange qu'il y a avec la salle numéro 2 voilà, ça va durer 20 minutes. À mon avis, ça va être plus que 20 minutes. Je te coupe un peu. Pour revenir un peu sur la genèse de ce film, des images sur quelle durée? Sur les 25 ans où tu as accumulé des images, tu avais fait des dossiers, ça raconte une histoire, j'imagine qu'il y a des animaux, qu'il y a des paysages incroyables, et j'ai cru avoir comment dire, on m'a soufflé un petit secret, c'est que vous savez que Benoît, il aime bien tout ce qui vole, tout ce qui va dans l'eau, mais il y a ce qui va sous terre aussi. Oui, alors on va pas tout spoiler. Mais... Ah non, je spoil rien du tout, j'ai pas dit. Mais effectivement, il y a des belles surprises. T'as suivi les vers de terre. Ouais. Il y a des belles surprises à voir. Comme l'a dit Eric, on va voir donc des images contemplatives, donc des paysages. Le fil conducteur, c'est la saisonnalité de la Lozère. Également les lieux variés, différents. Donc on va aller autant du côté de la Margerite que du côté de l'Aubrac, du côté des Cosses et Gorges.
mais également toute la biodiversité qui nous entoure, la faune qui anime ces paysages. Donc des petits focus sont faits comme ça sur le surf, sur un simple plongeur, un couple, sur... On va pas spoiler tout le film. On va pas spoiler tout le film. Il m'a dit. Mais voilà, quelques animaux et également des animaux aussi, ce qui se passe donc dans les airs, sur terre et un petit peu sous terre. Voilà, sans peine, hein, vous imaginez bien, vous connaissez la qualité du travail de Benoît depuis toutes ces années. Des dizaines de milliers de followers qui te suivent sur Internet, sur les réseaux, des posters, des photos, des vidéos. Enfin, Benoît, franchement, et puis même sur les chaînes nationales où régulièrement ils viennent soit t'interviewer, soit reprendre tes créations. Enfin, c'est des œuvres à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu retiens de ce film parmi les bons moments du film? Ou est-ce qu'il y a des endroits où tu as dû couper, tu dis mince, ça j'aimerais le mettre, mais je peux pas? Est-ce que tu as, je ne vais pas dire des frustrations, mais tu avais de la matière pour faire, j'imagine, un film beaucoup plus long, mais là, tu as fait un format télévisé qui est un format 52 minutes. Oui, alors, la difficulté quand on fait un film, tout comme quand on fait un livre, c'est de faire des choix. Oui. Voilà. Donc on a effectivement beaucoup de matière, mais il faut réussir, à mon avis, à se détacher de certaines émotions pour pas que ce soit trop long sur certains focus, et essayer de calibrer. Là, il fallait équilibrer et suivre ce fil rouge, cette ligne directrice qui était sur les 4 saisons. Donc on ne va pas avoir plus d'hiver que de printemps que d'été, c'est assez calibré à ce niveau-là. Il faut que ce soit fluide. J'ai aucun recul pour l'instant parce qu'il n'a pas été projeté et personne n'a vu. C'est vraiment vous, le public, lors de l'avant-première, qui pourrez me donner ces réactions à chaud. Et j'ai hâte vraiment qu'on soit le vendredi à 20h30 pour la projection de Lozère entre ciel et terre. Bon, j'espère que tu vas bien dormir avant et après. Est-ce que tu as le sentiment que la Lozère est une terre inépuisable pour un parcoureur comme toi? Il se lève à l'aube, il ne se couche pas, il dort dans une tente, il est sous la neige. Il m'avait proposé, il y a au moins 4 ans, promis, un jour je viendrai. Il m'avait proposé de partir avec lui dans la neige, genre je ne sais plus à quelle heure, dormir dans la neige, etc. et tout pour faire des images. Mais en fait... c'est inépuisable la Lozère. Moi, je m'en rends compte, hein, je suis néo-lozérien, ça fait pile 6 ans que je suis arrivé en Lozère. Toi, tu y es né, voilà, la Lozère, tu l'as en ADN, et dans le cœur. Et moi aussi, du coup, hein, honnêtement, vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. J'ai bien l'intention d'y rester pour toujours. Non, ce que je voulais dire surtout, c'est que il y a encore des choses que tu aimerais explorer un peu sur la Lozère. Tu es encore surpris, j'imagine, parfois. Tu viens de donner les mots certains sont présents dans le film, c'est toujours curieux, toujours ébahi, toujours surpris. Oui, la Lozère, c'est vraiment une source inépuisable d'inspiration pour moi. Et plus j'avance, plus elle me révèle et plus elle me permet de me nourrir et d'avancer dans d'autres projets. Donc je pense que, comme tu l'as dit, oui, je suis né ici en Lozère. Je pense mourir ici. On y est bien, voilà, et je ne veux pas en partir. Et professionnellement, en tout cas, tant que je peux m'épanouir de ma passion, j'essaierai de le faire tant que je peux le faire. Voilà. Il y a des messages à passer, on va arriver à la fin quand même, hein, mais il y a des messages à passer que tu aimerais passer plus que jamais. Toi, tu es au contact de la nature au quotidien. Tu as vu des évolutions. Alors, on en parle à l'échelle humaine, c'est un peu à l'échelle d'un homme, c'est un peu compliqué, mais toi, la Lozère, tu la connais par cœur. Tu as vu entre 25 ans et aujourd'hui peut-être des petits changements ou des grands changements un peu? Effectivement, ce film a vocation d'apporter un regard sur cette Lozère et cette nature qui nous entoure, chose qu'on a dans notre quotidien tendance parfois à occulter. On est pris par notre travail, on la traverse, certains ne voient pas les choses. Ils savent que c'est beau, mais ils ne prennent pas le temps de la regarder. Donc ce que j'essaye, c'est d'éveiller les consciences, en tout cas à travers ce film. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'éveiller les consciences et de sensibiliser également la plus jeune population qui arrive à préserver cette richesse pour que les générations futures puissent encore en profiter. Voilà, donc Benoît, reste avec moi, surtout on va conclure le JT ensemble. Benoît, vous l'avez compris, a parcouru cette Lozère depuis toutes ces années. C'est un écrin, il a patiemment comme ça récolté des photographies, des vidéos, des timelapses et puis d'autres techniques, le drone aussi. Hein. Et justement, c'est un passeur, c'est un témoin du temps justement de cette Lozère où tu t'es imprégné, si je puis me permettre. Voilà, comme diraient certains chanteurs, la Lozère en cathéter, hein, c'est pas faux. Et puis aussi pour les nouvelles générations. Alors j'en profite. Donc je vous rappelle, les projections Amande de ce vendredi sont complètes.
Mais allez sur les sites internet et vous avez tout cet été des projections à retrouver partout en Lozère, y compris dans des petits villages improbables, grâce à Cinéco. Juste un petit mot avant de vous rendre l'antenne. Amande, il y a un dispositif dans toute la France bien sûr, mais Amande, un dispositif s'appelle École maternelle et cinéma, École et cinéma, Collège et cinéma. Cinéco aussi est partenaire de ce dispositif avec l'Éducation nationale. C'est un dispositif justement derrière le cinéma où mardi, ils ont fait une présentation justement un peu de leurs actions, des actions qu'ils mènent depuis de nombreuses années avec énormément d'actions, avec des bénévoles qui viennent parler des films, puisque les élèves dans leur classe ont des petits livrets, ils parlent des films qui sont choisis justement avec des collèges dans les projections de films. Maternelle et cinéma par exemple, c'est 2 films par an. Cinéco, c'est jusqu'à 2 films projetés dans une année. Ça permet d'avoir un regard différent. Le cinéma en fait est là pour nous allumer des petites lumières, pour permettre aux élèves, aux enfants, justement de comprendre un peu mieux le monde qui nous entoure, d'être tolérant, d'être prévenant. Et on en parlait il y a un instant, pourquoi pas avec le film, justement, si un jour il y a des projections pour des élèves, ça je n'en doute pas, prendre conscience du monde qui nous entoure. Et effectivement, comme on dit souvent, nous empruntons le monde à nos enfants. Et c'est à nous de le laisser au meilleur état possible. Voilà. Merci à tout le monde. On a été un petit peu long, mais ça valait le coup parce que Benoît a beaucoup de talent et je peux vous assurer que j'ai vu quelques images du coin de l'œil sur le film parce qu'on n'a pas le droit de le voir. Vous l'avez vu tout à l'heure, le teaser, juste avant, donc à retrouver en rembobinant un tout petit peu. Benoît, merci infiniment. Merci pour ta gentillesse. Tu voulais préciser que... Un dernier petit mot, Eric, parce que c'est vrai que c'est important aussi de le souligner. Je voulais remercier les partenaires donc, pour cette soirée événement, donc, notamment le département La Lozère qui me soutient donc, dans ce film, mais également Event Lozère qui organise la soirée parce qu'à l'issue de cette projection, on ne va pas se quitter comme ça. Il y aura certes un petit échange, mais également le verre de l'amitié. Donc je tiens à remercier vraiment Violaine Pigeire et David Pigeire, Event Lozère, également Jean-Michel Brun, voilà, qui va fournir des boissons locales uniquement du Lozère. C'est une soirée 100% Lozère, et sans oublier notre ami Maxime Lacan avec la Foisse d'Olbrac qui va nous apporter un petit peu de douceur sucrée. Et merci également à mon partenaire d'impression, la FLPH Colose à Aumont-Aubrac, qui nous a réalisé ces magnifiques affiches. Et merci à KWZ TV aussi d'être présent pour cette soirée événement. Voilà, et on va en profiter pour remercier ta femme parce que les femmes, si elles n'étaient pas là avec tout le soutien, ça marcherait moins bien. Et puis on va en profiter aussi, on a tous les deux des stagiaires. À Yêtre. Oui. On a Elisabeth qui est derrière l'écran, derrière la caméra tout de suite, et toi aussi tu es une stagiaire et qui Maëlia, oui, Maëlia, merci, qui fait un travail aussi formidable pendant cette période-là du mois de juin, donc qui me permet de m'aider pour la concrétisation de ce beau projet. Voilà, toutes ces petites mains qui sont autour de nous et qui nous permettent justement de faire de grandes choses. La Lozère est un département au grand cœur. Benoît est un personnage qui a su en saisir les subtilités à retrouver sur grand écran. Ça, c'est une belle œuvre aussi, une belle continuation. Et puis son livre qui sort, son ouvrage avec les 200 plus belles photos de la Lozère. À retrouver donc tout ça sur son site internet, Lozère Sauvage, je suppose. lozère-sauvage.com. Voilà, c'est parfait. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver le jeudi 3 juillet ailleurs en Lozère. N'hésitez pas à contacter la rédaction à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwzt-lozère.fr. On se retrouve très vite, passez une très très belle soirée et puis allez au cinéma. À bientôt.